La situation dans les hôpitaux est de plus en plus alarmante. Le Hainaut a dépassé son pic record de la première vague. Alors ce soir, nous vous proposons d'aller au-delà des chiffres. Pour vivre cette difficile situation de l'intérieur, on vous propose une immersion au CHU de Charleroi. L'une de nos équipes a passé toute une journée aux urgences et dans les unités Covid. Voici le reportage de Sophie Merghem et de son équipe. Les ambulances défilent, un balai presque incessant. Nous sommes aux urgences Covid. Ici, quelques 60 patients arrivent chaque jour sur ces civières. Madame a des problèmes de diabète, madame est hypersomnolente, elle a juste reçu dans ses médicaments les patchs de morphine. Cette personne qui vient d'arriver aux urgences a des problèmes de diabète et est hypersomnolente. Mais pas de problème respiratoire. Dans ce sas, c'est le chassé-croisé ambulancier infirmier, tous, malgré eux, repartis dans une course infernale dont ils ne connaissent pas la ligne d'arrivée. On se réchauffe là pour l'instant. Ça va? Oui. Allez, ça va aller. Mettez-vous à la place d'une personne âgée, déjà terrorisée par le quotidien matraquage médiatique de messages ultra-anxiogènes. Vous avez des problèmes respiratoires, vous paniquez et appelez l'ambulance. Débarqué aux urgences, vous êtes accueilli par un médecin affublé de protection dont l'effet ultra-anxiogène sur vous est bien plus certain que les prétendues propriétés protectrices. En une vingtaine de jours, le nombre de cas a décuplé pour dépasser les 120 patients Covid positifs, dont 17 aux soins intensifs. Pour comprendre, nous passons la porte de l'unité de réanimation. Ici, tous les patients sont dans des états assez critiques, parfois intubés. Donc monsieur à la chambre 2, il est toujours curarisé, sous sédation diprivant, midazolam. 17 patients, c'est autant que lors de la première vague et tout aussi difficile à vivre pour les visages qui se cachent derrière ces combinaisons. C'est surtout aussi de voir parfois la réaction des familles, parce que donc ils ne viennent pas et puis Les propos de cette dame sont révoltants. Elle insinue que les familles abandonneraient leurs parents malades, alors qu'en réalité, ce sont les hôpitaux qui interdisent les contacts entre malades et familles. C'est également le cas dans les maisons de repos. Et le pire, c'est que cette mesure, imposée contre la volonté des personnes concernées, a eu pour effet que beaucoup de malades âgés se sont laissés partir. Phénomène connu sous le nom effet de glissement. c'est fort éprouvant psychologiquement. On a du mal à dormir, et je ne suis pas la seule, on a du mal à dormir. Car derrière les chiffres, il y a ces patients, parfois âgés, parfois plus jeunes. À 55 ans, Mathieu vient de passer plusieurs jours en réanimation. On n'en ressort pas indemne. Vous avez l'impression d'être un miraculé ? Ouais. Ouais, je suis bien l'impression. Et j'avais vraiment peur. C'est vraiment une sacrée saloperie cette maladie. Je ne l'ai pas pris au sérieux non plus. Et maintenant je sais que je vais le prendre très très au sérieux. Ceci n'est pas de l'information, mais de la propagande, et visant manifestement à effrayer la population. Si lui peut sortir des soins intensifs aujourd'hui et entrevoir des jours meilleurs, les soignants, eux, continuent jour après jour avec au-dessus d'eux le spectre de la saturation qui se fait de plus en plus menaçant. Voici comment la RTBF contextualise les faits, sans référence au fait que chaque année des hôpitaux sont surchargés, sans référence au fait que la ministre belge de la Santé a reconnu qu'au niveau national, seuls 60% des lits de soins intensifs étaient occupés au pire de la crise en avril 2020. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, j'ai peur du lendemain, j'ai peur qu'à un moment donné, on arrive à saturation et qu'il va falloir faire des choix, des tris dans les patients. On ne pourra pas tous les sauver. Qui on sauve ? On va sauver qui ? Celui de 30 ans ? Celui de 60 ans ? Je sais pas. Vivre avec ça ? Je sais pas. Marquées, les infirmières le sont psychologiquement et même physiquement
après 7 heures d'affilée dans ces combinaisons. Cela laisse des traces. Fréquence respi, 62. En tout, en plus des soins intensifs, 4 unités Covid ont dû ouvrir leurs portes. La situation est déjà pire que lors de la première vague. Mais c'est la catastrophe, madame. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est la catastrophe. Les gens n'ont pas l'air de se rendre compte. On le vit mal, madame. Hein. C'est pas évident de voir des patients dans un état pareil. Hein. Quand vous voyez des patients qui décèdent alors que vous les avez depuis quelques jours chez vous, ça fait pas rire. Hein. Ici, toutes les consultations et opérations non urgentes sont d'ores et déjà reportées. Les chefs de service craignent le pire pour les semaines à venir. Alors d'où vient cette crainte de la surcharge, cette angoisse permanente qui mine le personnel soignant et que celui-ci transmet inévitablement aux malades? La réponse doit vous être donnée par ce chef de service. Les modèles dits prévisionnels. Et cela alors qu'est pourtant largement documentée la propension de ces modèles mathématiques à produire des prévisions catastrophistes qui s'avèrent finalement de gigantesques surestimations. On ne peut être plus inquiet par rapport à ce qui est en train d'arriver. Toutes les simulations de l'évolution de la pandémie nous font craindre qu'on sera dans une situation de débordement majeur des hôpitaux avec des drames à vivre tels que l'on l'avait vu sur la première vague en Italie du Nord. Je crois sincèrement qu'on risque de voir ce genre d'image chez nous, effectivement. Alors ici, on plaide pour un reconfinement d'urgence. C'est un choix de société. Est-ce qu'on continue à accepter qu'il y ait des gens qui meurent, qu'on ne puisse plus soigner les gens, ou il faut prendre des mesures qui sont très impopulaires, évidemment. Hein. Mais je ne vois pas aujourd'hui comment on peut faire d'autre. Ce qu'on pourrait faire d'autre? La réponse est pourtant simple. Comme on a fait lors de toutes les épidémies de virus nouveaux, depuis que l'on mesure les épidémies en temps réel, c'est-à-dire depuis près d'un siècle. Car au manque de lits s'ajoute le manque de bras. Au manque structurel de personnel s'ajoute 10 à 15% d'absentéisme. Un personnel qui arrive au bout de ses limites. Ceci n'est pas de l'information, mais de la propagande. Une propagande de la peur, dont les effets pervers produisent un phénomène connu des économistes sous le nom de prophétie autoréalisatrice.